Outil, c'est un collectif donc, qui a été monté avec, vous voyez toutes les petites têtes là en haut, donc Élodie qui est experte en marketing. Ensuite, vous avez Jean-Anaël et son acolyte Christophe qui sont de la société Aristis Web, donc agence de création web et référencement. Vous avez entre les deux justement Julie Buis qui est notre experte en stratégie d'entreprise, optimisation des coûts et qui au sein d'Outils joue aussi un rôle très très important qui est celui de vous accompagner dans les démarches de demande de financement, puisque vous savez que la formation peut être financée dans certains cas par vos organismes de formation. Je rappelle pour l'anecdote, parce que moi je trouve que c'est quand même assez parlant, que moi, je sais que, par exemple, dans mes cotisations URSSAF, je dois donner à peu près 100 € par an pour le fonds de formation et que chaque année, depuis la création de mon entreprise, donc depuis 3 ans, j'ai récupéré 800 € de fonds de formation pour pouvoir me former. Donc, c'est un super investissement. Et sachant qu'en plus, je ne suis pas allée au taquet, on va dire, puisque je crois que j'ai droit à 1200, 1400, enfin quelque chose comme ça. Donc, voilà, c'est vraiment quelque chose d'intéressant et qu'il ne faut pas négliger. Et puis, donc après, il y a moi, voilà, Audrey Fouchol. Donc, on va se présenter avec Élodie juste derrière, donc je ne vais pas plus dans le détail. Et puis Mathieu, que vous avez vu dans la petite mosaïque des visages, qui est notre expert en communication. Donc voilà, Outils, c'est un collectif. On a un site internet, il y a l'adresse à la fin de la présentation, outils-formation.fr. L'idée, c'est de proposer des ateliers super pratiques, hein, en tout petit groupe, très personnalisés, qu'on pourra refaire en présentiel avec grand plaisir quand ça pourra se refaire, parce que nous, c'est ce qu'on aime quand même, c'est de vous voir en vrai. Et puis, encore une fois, de pouvoir aller sur des choses très, très pratiques, hein, qui vous aident à partir avec des vrais outils, parce que, d'où le nom du collectif, parce que, en fait, ce qui est intéressant, dans une formation, on apprend toujours des choses intéressantes, mais des fois, on ne sait pas comment l'appliquer. Là, l'idée, c'est vraiment de vous aider à le mettre en application dans nos ateliers pour que ce soit plus facile après quand vous rentrez chez vous. Aujourd'hui, on est sur la posture commerciale parce qu'en fait, on s'est rendu compte que là, dans ce moment très, très particulier, il y a beaucoup de gens qui se posaient des questions, qui étaient un peu perdus sur qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'appelle mes clients? Tu sais, est-ce qu'ils vont pas me prendre un peu pour un profiteur? Est-ce que je vais pas passer pour le croque-mort? Est-ce que, voilà, est-ce qu'on peut encore prospecter? Ouh là là, ça fait un peu agressif. Enfin, voilà. Donc, on a senti qu'il y avait une vraie attente par rapport à ça et on avait envie de vous donner des petites pistes de réflexion pour vous aider à passer ce cap. Alors, je vais laisser Élodie se présenter. Oui, alors très, très rapidement, donc Élodie Comparinguet, donc comme disait Audrey, moi c'est plutôt le marketing, puisque j'ai travaillé pendant un peu plus de 20 ans sur tout ce qui est vraiment positionnement des marques et moi ce que j'appelle la connaissance client, donc c'est vraiment bien connaître qui sont ses clients, quels sont leurs besoins et quelle offre du coup leur proposer, voilà. Donc moi, j'ai plutôt un parcours salariat et surtout dans ce qu'on appelle la grande consommation. Donc toutes les marques qu'on achète en tant que consommateur dans des supermarchés et la grande distribution dans le groupe Casino et un petit passage dans la distribution spécialisée, dans la mode et la chaussure. Voilà, donc moi, je connais bien la partie, ce qu'on appelle B2C, donc business to consumer. J'ai créé mon activité qui s'appelle La Suite de l'Histoire fin 2018 et moi je suis membre de plein de réseaux professionnels parce que comme disait Audrey, je pense que c'est important et d'autant plus dans ces moments actuels d'être les uns avec les autres et de soutenir, de s'entraider, de partager et c'est pour ça aussi que j'ai rejoint le collectif Outils. Parfait. Alors, donc, moi, voilà, Audrey Fouchol, commerciale indépendante. En fait, ça fait 20 ans que j'exerce cette profession de commerciale, à la fois en structure institutionnelle, puis dans une toute petite structure TPE, et puis surtout 12 ans chez le leader de l'événementiel, le leader mondial qui est GL Events, que certains dans la salle virtuelle connaissent bien aussi, puisqu'on a été collègues.
Et puis, en fait, en 2017, j'ai eu envie de m'émanciper un peu, en fait, et de retrouver une certaine forme de liberté. Donc, j'ai créé Business on You, qui fait de l'accompagnement d'entreprise pour accompagner au développement commercial. Aussi de la formation, je suis data docké, donc c'est aussi ce qui vous permet de récupérer des fonds de financement pour la formation. Donc formation pour les étudiants, mais aussi pour les professionnels, et puis aussi une sorte d'accompagnement un peu hybride que j'aime beaucoup, qui est en fait d'accompagner l'évolution pédagogique d'équipes de commerciaux. Voilà, organiser de la montée en compétences avec à la fois des ateliers collectifs pour faire de la cohésion d'équipe et du suivi personnalisé, de les voir évoluer. Et ça, c'est vraiment très, très sympathique. Oui, j'ai marqué aussi certifié CCE. Ça, c'est un certificat de compétences qui est délivré par la CCI France et qui m'a permis d'avoir des outils assez intéressants en termes de pédagogie. Il y a une petite animation avec les petites bougies parce que j'ai fêté toute seule les 3 ans de mon entreprise le 1er avril et j'avais tellement envie de vous inviter et de boire un verre avec vous, mais voilà, c'est reporté. Mais, On était deux, Audrey, hein. Je te rappelle que je suis du 1er avril aussi c'est vrai, c'est chez vrai. Rescom. On est des petits poissons. Donc voilà, les petits poissons se sentent bien seuls dans leur petit bocal de poisson rouge. Mais promis, on fêtera ça quand même un peu plus tard. Alors, le tour de table, on l'a fait pendant le temps d'attente et c'était très bien comme ça. Ça nous permet de savoir un petit peu qui vous êtes et quelles sont vos problématiques, vos secteurs d'activité, etc. Je vais commencer par insister sur cette notion de posture commerciale parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. C'est un métier, une fonction qui est souvent un peu mal vue, hein. Le vendeur à la Jean-Claude Convenant, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, peut-être pas aux plus jeunes, mais en tout cas à ceux de mon âge, voilà, caméra café avec le vendeur type, sa petite mallette, son compte de commande et ses méthodes un peu agressives. Voilà, ça, c'est pas du tout mon profil de commercial chouchou. Et je pense que c'est vraiment souvent une question d'attitude. Et pour ce qui est le cas de quasiment vous tous, qui n'êtes pas des vrais commerciaux, c'est-à-dire c'est pas votre fonction première, mais vous avez votre entreprise, vous avez un business à faire tourner. Et j'allais dire que même quand on a une fonction de manager au sein d'une entreprise, etc., on a ce rôle de vendeur parce qu'on représente son entreprise. On est quand même aussi, on participe à la vente de son entreprise. Donc, voilà, vous n'êtes pas des commerciaux officiellement, alors à part Stéphanie quand même dans notre visio, mais vous avez quand même ce rôle-là à jouer qui est très très important. Et quand c'est pas votre rôle principal, quand c'est pas le métier que vous avez choisi entre guillemets, c'est vrai qu'on a une certaine notion de oh là là, mais moi je sais pas vendre, je sais pas comment faire, c'est pas mon truc, j'aime pas ça, c'est très intrusif, voilà. Pas forcément. Très honnêtement, le métier de commercial peut être fait vraiment avec beaucoup de douceur et de bienveillance. C'est vraiment une question de posture. Donc, ce préambule étant fait, moi, mon chouchou, c'est Michael Aguilar. Et la phrase que je trouve vraiment intéressante, c'est ça. C'est plus je donne envie d'acheter, moins j'ai besoin de vendre. Et c'est vraiment ça qu'il faut essayer de faire. C'est-à-dire que vous n'êtes pas là pour vendre quelque chose. Vous êtes là pour donner envie aux autres. Et Elodie nous en parlera aussi parce que dans le marketing, il y a cette notion de inbound qui est vraiment d'attirer les gens et pas de leur mettre de la pub sous le nez là, en disant viens acheter, mais vraiment d'attirer par de la communication. Et ça, c'est vraiment la posture voilà, de base à intégrer. Moi, je l'ai appelé justement le vendeur inbound. Alors, j'ai des petits scrutch de micro par moment. Donc, le vendeur inbound, c'est ça. Il pratique du marketing entrant, ce que je viens de vous décrire, c'est-à-dire qu'on communique, on donne de l'information générale, on n'est pas en train de pousser des pubs à tout va pour attirer le client, pour lui donner vraiment envie, lui éveiller sa curiosité en se disant bah tiens, elle ou lui a l'air d'être vraiment expert de son domaine, j'ai envie d'en savoir plus sur ce qu'il fait. Et aussi, surtout,
être là en position d'aide, d'accompagnateur. C'est-à-dire qu'on est là pour offrir une solution, hein, offrir un service, etc. Mais votre prospect ou votre client, il a un besoin. Il a un vrai besoin. Donc, en fait, vous êtes là pour lui rendre service. Vous n'êtes pas là pour l'embêter ou pour l'arnaquer, surtout pas. Vous êtes là pour lui rendre service. Et ça, il va le sentir vraiment si vous avez la bonne attitude. Moi, j'ai fait mon petit doodling. Hein, vous voyez, j'ai appris avec la chambre de commerce à faire du doodling. Je suis pas du tout bonne en dessin, mais voilà, ça permet de mettre des idées en images. Pour moi, le vendeur inbound, il est souriant, il est positif parce que ça met tout le monde dans la bonne énergie. Il est à l'écoute, bien sûr, ça c'est essentiel. Le vendeur, c'est pas le beau baratineur, c'est celui qui sait écouter le besoin de son interlocuteur pour pouvoir répondre de manière très précise. C'est ce qui va lui permettre d'être clair et concis, hein, pas de chercher à embrouiller. Honnête, ça, pour moi, c'est indispensable. C'est vraiment droit dans ses bottes. Et voilà, ça ne veut pas dire que on doit forcément tout dire non plus, mais ne pas survendre, ne pas surjouer son produit ou son service. Et puis résilience, c'est une notion vraiment très très importante et qui est difficile aussi pour vous à mettre en pratique. Je le sais bien pour échanger souvent avec certains d'entre vous. Résilience, ça veut dire que dans la réalité, 80% des ventes se font au-delà du 6e point de contact. D'accord? 80% des ventes se font au-delà du 6e point de contact. Et dans la vraie vie, les commerciaux relancent 1,4 fois leurs prospects. C'est-à-dire que ce n'est pas la bonne démarche. Il faut vraiment insister, alors insister, pas lourdement, mais je veux dire être patient et renouveler ces points de contact quand même parce que en fait, ça va pas se faire au premier rendez-vous. Vous voyez, c'est un peu comme dans une relation amoureuse, quoi. Ça se fait pas au premier rendez-vous. Et ben là, c'est pareil. Et les points de contact, Élodie pourra en parler aussi. Je veux dire, c'est pas forcément de l'appel téléphonique, c'est pas forcément du rendez-vous client, c'est aussi tout ce qu'on peut faire par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Et ça, c'est vraiment de l'interaction non intrusive. Donc, il y a différents moyens d'aller vers ça. Mais voilà, en même temps, être un peu patient, être un peu persévérant parce que ça ne va pas se faire tout seul comme ça en un claquement de doigts. Alors, là, dans cette période, moi, j'avais identifié 3 conseils que je me suis appliquée à moi-même et que je me proposais de partager avec vous. Le premier, c'était vraiment là tout de suite, je n'ai rien à vendre, en fait. Je suis là pour prendre des nouvelles de mon écosystème, mais je n'ai rien à vendre. Sauf, alors je mets un petit sauf parce qu'il y a toujours des cas particuliers, sauf quand on a une offre vraiment très, très spécifique, adaptée à ce contexte particulier du confinement. Moi, c'est le cas pour un de mes clients. J'ai fait de la prospection téléphonique encore là ce mois-ci, mais parce que c'est quelque chose qui est vraiment spécifique, qui peut servir là tout de suite. D'une manière générale, on est plutôt dans ce « je n'ai rien à vendre » parce qu'en fait, là, tout de suite, les interlocuteurs ne sont pas forcément réceptifs. Ça va venir. C'est-à-dire que là, on nous annonce une date de sortie de confinement. On peut penser que les gens vont commencer à être à nouveau un peu réceptifs à la suite. Jusqu'à présent, ils n'étaient pas prêts à se projeter. Hein, Annelise nous l'a dit tout à l'heure, elle a dit pendant 15 jours, j'ai un peu accusé le coup. Et ben voilà, c'est un peu ça aussi, c'est que forcément, il y a un moment où tout le monde est un peu dans comment ça va se passer derrière et pas forcément prêt à se projeter sur des nouvelles missions, des nouvelles collaborations. Donc, ça pourrait même être un peu contre-productif hein, de faire de la sollicitation en ce moment. Le mieux, vraiment, c'est de chouchouter vos clients. Hein, vraiment, ça veut dire continuer à les appeler, continuer à prendre des nouvelles. Vous les appelez pas pour leur vendre quelque chose, vous les appelez pour dire, bon, voilà, comment ça se passe chez vous, est-ce que vous avez réussi à vous organiser, comment vous préparez la reprise. Et en fait, tout ça, sous couvert quand même de totale bienveillance, ça va quand même vous donner des informations qui vont pouvoir être utiles pour votre démarche commerciale parce qu'ils vont vous donner des infos sur justement leur contexte, sur quand est-ce qu'ils vont être prêts à redémarrer, etc. Donc, ça vous donne quand même de l'information. Mais on est dans une méthode vraiment pas du tout intrusive et pour laquelle même vos clients vont être, comment dire, enfin, contents de voir que vous avez pris de leurs nouvelles. En fait, ils vont penser vraiment à juste titre que vous vous intéressez à eux et que vous êtes impliqués et ils vont être reconnaissants pour ça.
Gardez également vos prospects au chaud parce que avant de partir en confinement, vous aviez sans doute amorcé des contacts, des choses comme ça qui étaient en train de se dessiner. Pareil, pas forcément les appeler parce que les prospects c'est des fois un peu plus compliqué, mais en même temps si vous le sentez pourquoi pas. Mais c'est aussi de leur envoyer peut-être par Messenger ou par message sur LinkedIn des petits liens vers quelque chose que vous avez trouvé intéressant pour eux. Ou ça peut être de les taguer dans un post que vous faites en disant tiens ça pourrait vous intéresser. Enfin voilà, c'est créer de l'interaction en fait avec eux d'une manière pareille totalement neutre et qui vienne pas les embêter, mais qui fasse que vous gardez le lien. D'ailleurs, sur cette partie de contenu, Élodie est bien plus experte que moi et va pouvoir appuyer. Voilà, donc effectivement, par rapport à ce que vient de dire Audrey, je peux que confirmer tout ça. C'est-à-dire que dans le contexte actuel, le plus important, c'est de ne pas disparaître. Parce que là, en fait, on est majoritairement donc confinés chez nous. Il y a quand même un certain nombre de gens qui continuent à travailler, qui se déplacent, mais on a perdu énormément de modes de contact avec nos clients, avec nos prospects. C'est-à-dire que peut-être que certains d'entre vous faisaient du démarchage physique, participaient à des réseaux professionnels, voilà, ou avaient des espaces de vente dans lesquels vous présentiez vos produits, etc. Et ça, on l'a perdu. Donc, c'est vraiment très, très important pour moi aujourd'hui de rester en contact, quoi. Voilà. Donc, je vous ai mis quelques exemples et j'ai essayé de prendre des exemples locaux, entre guillemets. Enfin, je suis allée voir à la fois des entrepreneurs que je connais, des marques locales, etc. Pour moi, il y a deux sujets sur lesquels vous pouvez rester en contact. Le premier sujet, en fait, c'est d'informer vos clients et vos prospects aussi de votre activité. Parce qu'en fait, vous savez que vous êtes en télétravail, vous savez que vous avez fermé votre magasin, etc. Mais vos clients, ils le savent pas forcément. Et idem quand vous allez rouvrir. Par exemple, je vous ai mis des exemples d'informations, que ce soit sur des restaurants, enfin des lieux en fait sur lesquels vous pouvez communiquer très facilement. Il n'y a pas besoin de faire des choses très élaborées, hein. C'est vraiment là où on est dans la transmission d'informations d'abord, le plus urgent. Et notamment, quand vous reprenez l'activité, donc ce qu'évoquait Anne-Lise, notamment pour Claire-Montessori, de bien prévenir à ce moment-là tous vos clients. Je vous ai mis un exemple, là, c'est un emailing d'une marque qui s'appelle La Cerise sur le Gâteau, qui fait des produits pour la maison. Voilà, donc ils m'ont envoyé un email la semaine dernière pour dire reprise des livraisons, bonne nouvelle, voilà. Ou encore, je pense qu'il y en a peut-être certaines, parce que c'est la maroquinerie des sacs à main, la marque Bobine à Pois, qui est une marque locale qui a un magasin dans Clermont, voilà, qui effectivement avait arrêté de livrer pendant quelques semaines et là qui recommence. Ils ont un site en ligne, un e-shop, et ils recommencent en fait à faire des livraisons. Voilà, donc ils l'ont mis vraiment, c'est la première information que vous avez sur leur site internet quand vous arrivez dessus. Donc ça, c'est le premier sujet, c'est vraiment de tenir informés vos clients, vos prospects de vous êtes en activité ou pas, et si vous reprenez de l'activité, c'est une manière de reprendre contact avec eux. Voilà. Ça, c'est un premier sujet. Et le deuxième sujet, c'est effectivement tout ce qu'on appelle le marketing de contenu. Et ça, si vous êtes intéressé, je vous invite à vous inscrire à l'atelier qu'on organise mardi à 14h avec Christophe, donc sur la partie qui va être vraiment dédiée à ça, c'est-à-dire en marketing de contenu et notamment en visibilité et en référencement naturel, tout ce que vous pouvez faire maintenant pour pouvoir construire votre visibilité pour demain. Donc ça, on va vraiment passer du temps que là-dessus. Mais là, très rapidement, je vous ai mis quelques exemples de communication qui peuvent être faites aujourd'hui. On y reviendra tout à l'heure, mais vu qu'on est beaucoup à la maison, il y a énormément de choses à faire autour de ça. Donc là, je vous ai mis juste un exemple sur faire du pain, qui a priori est devenu l'activité à la mode du confinement, d'où les ruptures de farine, etc. qu'on note aujourd'hui. Voilà, mais après, il y a des grandes marques qui sont mises aussi. Je vous ai mis l'exemple de Lego qui
qui organise des challenges en fait de créativité autour de ses produits. Et là, je vous ai mis 2 exemples plus locaux. En fait, une personne que certains ou certaines connaissent peut-être, qui fait en fait des ateliers autour de la langue des signes, mais pour les bébés. Son activité s'appelle Les mots dans la main, et elle, en fait, donc sur les réseaux sociaux, sur sa page Facebook, elle a fait des enregistrements réguliers différents de lecture de livres qu'elle propose en fait pour les parents, accompagnés par la langue des signes, etc. Donc voilà. Et un autre exemple, une web série qui a été faite par la société dont je viens de manger le nom. C'est Bureauclass? Bureauclass, merci Audrey, qui ont fait en fait une web série sur leur page Facebook autour de le bien-être au travail. Donc Bureauclass, ils vendent des aménagements, ils vendent des produits, de la fourniture autour du bureau, mais du coup ils ont décidé en fait d'amener un peu de contenu, un peu drôle en plus autour du sujet, même si c'est pas directement ce qu'ils vendent. Voilà, ça entretient le lien, ça fait parler d'eux, ça crée de la visibilité, etc. Donc voilà. Donc, rester en contact, c'est vraiment pour moi le plus important, ne pas disparaître aux yeux de vos clients. Et donc, je vous dis, si vous êtes intéressé, l'atelier de mardi prochain sera dédié à ça avec Christophe. On mettra le lien tout à l'heure dans le chat. Hein. Donc, effectivement, conseil numéro 1, ben voilà, continuez à avoir des interactions avec votre écosystème, hein, continuez à montrer que vous êtes en vie, que vous êtes actif. Ça donnera aussi une image dynamique de vous. Donc, ça, c'est très, très important, occuper la place. Après, ben, effectivement, il faut préparer la suite. Hein, la suite de l'histoire, Élodie. Exactement. C'est ça, c'est qu'est-ce que je vais faire des histoires, plein d'histoires. donc, préparer la sortie. Et là, les questions à se poser, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant? Parce que ça aussi, alors là, on évolue, hein, parce que ça fait déjà 1 mois qu'on est dans ce confinement. Mais donc, je pense que ça a déjà évolué par rapport au tout début. Mais effectivement, au début, peut-être qu'on n'avait pas envie de faire grand-chose. Hein. Peut-être qu'on n'avait pas la ressource, l'énergie, l'envie de faire grand-chose. Là, peut-être que ça revient un peu, etc. Donc, qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce que je suis capable de faire là tout de suite? Et puis surtout, c'est le moment de se poser la question, qu'est-ce que j'aimerais faire après? Parce que peut-être que c'est l'occasion justement de modifier des choses qu'on n'avait pas le temps de modifier, voilà, qu'on avait dans un petit coin de sa tête, etc. Et j'allais dire que les deux sont un petit peu liés. Hein. C'est ce que je voudrais faire après, ben, ça peut aussi conditionner ce que je peux faire maintenant. D'accord? C'est aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire en fait pour préparer ce que je vais lancer après. Et là, Élodie, je vais lui laisser vraiment la main là-dessus parce que c'est vraiment une notion importante, c'est que là tout de suite, et on en est l'exemple aussi en ce moment, il y a beaucoup de choses qui sont offertes parce qu'on est dans un contexte très très particulier, etc. Mais veillez vraiment à ne pas dégrader votre valeur, c'est-à-dire que si aujourd'hui vous offrez des choses qui sont utiles pour votre business, hein, qui vont vous permettre d'aider à préparer demain, c'est super. Par contre, il faut montrer aussi que ça a une vraie valeur et il faut pas tomber dans l'écueil qui serait d'offrir tout de suite la même chose que vous allez faire après. Parce que là, du coup, comment vous allez justifier qu'aujourd'hui, ça vaut 0 et que demain, ça vaut 50, 100, 200 euros? Alors ça, Élodie va très bien nous l'expliquer. Oui, alors, pour moi, aujourd'hui, et comme dit Audrey, en fait, on se pose tous la question, hein, que ça soit, là, je vous ai mis un exemple Decathlon, donc que ça soit les très, très grosses marques, les entrepreneurs, les TPE, les PME, n'importe quoi, tout le monde se pose la question dans le contexte qui est si particulier, effectivement, de ne pas, moi, ce que j'ai mis, hein, de ne pas brader son expertise. Et ça, c'est vraiment important parce que, comme disait Audrey, c'est important de montrer en fait ce que vous offrez à travers toutes le gratuit que vous pouvez proposer aujourd'hui. Voilà. Donc, comme disait Audrey, offrir maintenant pour mieux vendre demain. C'est vraiment ça. Après, tout en étant très, bienveillant, authentique, honnête dans la démarche. Aujourd'hui, en fait, on est tous à la tête d'une activité ou d'une entreprise, donc on n'est pas dans on n'est pas dans du bénévolat.
L'idée, et vos clients, les consommateurs, que ça soit en B2B, en B2C, ils en sont conscients aussi. C'est-à-dire qu'ils ont bien conscience que les entreprises, elles sont aussi là pour générer de l'activité, du revenu, payer des salariés, des fournisseurs, etc. Donc, pour moi, c'est aussi important d'avoir ça en tête parce que si vous voulez, pour moi, on vit tous dans un écosystème, c'est-à-dire qu'on n'est pas indépendants les uns avec les autres. C'est-à-dire que si moi, j'arrête mon activité à ce moment-là, je ne paye plus mes fournisseurs ou mes prestataires qui, eux, n'ont plus de revenus, etc. Donc, on a tous intérêt à nourrir en fait le cercle et à continuer à pouvoir développer en fait tous nos écosystèmes. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là. Donc, je vous ai mis en fait l'exemple de Decathlon que j'ai trouvé intéressant. Il y a plein d'autres marques qui ont fait ça aussi. En fait, aujourd'hui, c'est aussi le meilleur moment pour faire tester vos produits. C'est-à-dire que, par exemple, à Decathlon, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont du coaching à distance qui existait avant la crise, qui vendent sous forme d'abonnement. Et donc là, en fait, ils ont proposé un mois ou jusqu'à fin avril, voilà. Donc, c'est un peu plus d'un mois, après un mois et demi, d'abonnement gratuit, en fait, à leur coach e-coaching à distance. Et donc, c'est vrai que c'est un très bon moyen de pouvoir faire tester vos produits. Et après, il n'y a pas d'obligation d'engagement. Donc, forcément, il y aura peut-être une partie des gens qui auront testé des offres qui vont peut-être à un moment donné passer à l'acte d'achat. Donc, ça, c'est une première chose. Donc, ça peut commencer à créer un acte de vente. Ça, c'est le premier objectif. Et le deuxième objectif, c'est que si c'est des produits en fait que vous ne maîtrisez pas ou que vous avez envie de tester des nouveaux produits, c'est le meilleur moyen aussi pour recevoir ce qu'on appelle du feedback, c'est-à-dire des retours clients. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est important aussi d'avoir votre retour, par exemple. Est-ce que ça correspond à vos attentes? Est-ce que c'est suffisamment pratique, détaillé, etc. Donc, c'est aussi un très, très bon moyen dans la période de tester et d'avoir de la montée, en fait, ce que moi j'appelle votre connaissance client. Et ça vous sera toujours utile pour demain, pour affiner des produits. D'autant plus que dans le contexte actuel, on est tous dans un mode, entre guillemets, ce qu'on appelle en projet technique, en mode dégradé. C'est-à-dire qu'on est chez nous, des fois la connexion Internet, elle saute. Oui, si vous voulez, les consommateurs, et je pense dans tous les marchés, que ce soit les particuliers ou les professionnels, on est prêt à tester des choses, même si ce n'est pas complètement parfait. Parce qu'on sait qu'on est dans un contexte ultra particulier. Et moi, je voudrais bien rajouter là-dessus, parce que ça me tient à cœur, que en fait, c'est ce qui met aussi de l'humain là-dedans. Moi, je trouve dans les relations qu'on peut avoir à distance, parce que c'est vraiment un enjeu aussi de garder de l'humain dans cette relation digitale qui pourrait paraître très, très froide. Mais en fait, toutes ces petites failles, là, tous les petits soucis techniques qu'on rencontre, les maladresses, comme je vous disais tout à l'heure, moi, les cloches de l'église qui sonnent à côté ou le chien qui aboie, etc., ça met aussi de l'humain et ça met de la proximité entre vous et les gens en face, quoi. Enfin, je veux dire, je crois qu'en ce moment, il ne faut pas avoir peur de ça. On est tous à la même enseigne, en fait. Oui, exactement. Et c'est vrai que ça, c'est pour ça que moi, j'encourage un maximum de gens à le tester, en fait, et à ne pas avoir peur de tester des choses, même si ce n'est pas complètement abouti. Voilà, c'est le meilleur moment, je pense, pour le faire. Et on est tous très indulgents les uns envers les autres, enfin, un maximum de personnes, je pense. Tu n'as pas cité la phrase, Élodie. Celle qui est accrochée sur ta lampe. Celle qui est accrochée sur ma lampe. Alors, la phrase, c'est la phrase d'Audrey, mais que j'ai trouvée tellement percutante que je m'en suis fait un petit panneau accroché sur ma lampe de bureau qui est « fait est mieux que parfait ». Voilà, donc je vous l'offre aussi. Donc, voilà. Donc, le premier point. Le deuxième point, c'est apporter de la valeur, parce qu'effectivement, c'est ne pas brader son expertise, mais c'est aussi apporter de la valeur dans ce que vous pouvez proposer. Quand je dis valeur, c'est pas forcément des euros, c'est du partage d'expertise. C'est en fait vraiment, si dans votre domaine de compétences, vous savez qu'il y a des éléments sur lesquels vous pouvez apporter de l'aide à vos clients ou à vos prospects, n'hésitez pas. En fait, c'est là où ça va être le plus intéressant pour eux.
Et le dernier point, offert n'a rien à voir avec gratuit, en fait. Gratuit, quand on dit gratuit, on a tendance à penser 0 €, donc on a tendance à penser ça n'a pas de valeur. Et c'est un peu le problème de la gratuité. Et d'ailleurs, on le voit beaucoup sur Internet où on a beaucoup de choses gratuites et des fois, on a l'impression que ça ne vaut pas grand-chose. Donc, c'est aussi pour ça que c'est important dans la valorisation de ce que vous pouvez proposer, d'offrir des choses. Parce que tout ce que vous allez proposer, ça a de la valeur. Voilà. Et ça, c'est vraiment un sujet très important pour moi parce que je travaille aussi beaucoup autour des stratégies prix et du pricing. Et on voit que le 0 €, en fait, c'est vraiment un élément qui peut être déclencheur d'achat, mais on a tendance à croire que c'est parce que c'est gratuit, mais en fait, c'est parce que ça fait appel à des biais cognitifs de notre cerveau où c'est en fait notre manière la difficulté qu'on a des fois à faire des choix, à décider. Le 0, pour nous, c'est un chiffre qui est beaucoup plus facile à comprendre que tout le reste. Donc, c'est vrai que quand on voit 0, pour nous, c'est beaucoup plus simple à décider. Et c'est plus ça, souvent, qui nous emmène vers choisir le gratuit au détriment du reste. Et il y a plein d'expériences, on va dire, psychologiques qui ont été faites là-dessus et qui le confirment. Et quand vous mettez en fait en concurrence des offres à 0 € avec des offres à 1, 2, 3 €, 10, 20, 30, 1000, 2000, en fait, en fonction de votre niveau d'activité, de ce que vous vendez, eh ben, en fait, les offres payantes redeviennent plus attractives parce que tout de suite, on a l'impression qu'elles ont plus de valeur. Voilà. Donc, ne pas hésiter voilà, à ne pas brader son expertise pendant cette période. Et puis peut-être donner aussi, même si c'est offert, quand c'est possible, quand c'est des choses qui existent, on peut aussi donner la vraie valeur, c'est-à-dire dire combien ça coûterait si ce n'était pas offert. Comme ça permet aussi de montrer la valeur réelle du produit ou du service qu'on partage. Donc, on garde le lien. Et puis on prépare la suite en faisant attention de pas brader, de pas dégrader son offre. Et puis ma troisième réflexion en fait que j'ai réalisée quand on nous a annoncé ce confinement, c'est que par rapport aux annulations massives ou en tout cas aux reports qu'on pouvait avoir, la seule façon véritable de ne pas perdre notre temps là tout de suite, c'était de faire maintenant des choses qu'on avait prévu de faire plus tard. Parce que même le report, finalement, il prend la place de quelque chose qui aurait pu advenir plus tard. Donc, en fait, c'est quand même du temps perdu. Donc, en fait, le seul moyen, c'est vraiment de faire maintenant des choses qu'on voulait faire dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, etc. Donc ça a amené à mon troisième conseil. Alors, avec tous les bémols qu'il faut, parce que quand je dis je saisis les opportunités, on est tous d'accord qu'on est dans un contexte qui a vraiment rien de sympathique. Je n'oublie pas les gens qui sont malades, les gens qui meurent, les soignants, tous les gens qui sont en train de travailler pour faire en sorte qu'on s'en sorte tous collectivement. Donc ça, c'est vraiment une parenthèse, mais qui est primordiale. Mais au milieu de ça, on a quand même des opportunités à jouer parce qu'encore une fois, on n'est pas dans un monde de bénévolat. Moi, je dis le monde des bisounours. J'aimerais bien, ça me plaît bien, le monde des bisounours, mais en même temps, on a quand même des business à faire tourner. Et sans être dans une démarche agressive, on a quand même besoin de déclencher du chiffre d'affaires et de faire tourner nos activités. Parmi ces opportunités, en fait, pour moi, la première des choses, c'est vraiment d'organiser sa montée en compétences. Alors ça, c'est quelque chose auquel je tiens, auquel je crois. Il y a énormément de webinaires gratuits, ou en tout cas offerts en ce moment, donc c'est le moment d'en profiter sur des thématiques qu'on ne maîtrise pas bien ou sur lesquelles on avait envie d'aller sur un degré un peu plus expert. Moi, j'en ai fait plein sur des sujets qui m'intéressaient. Également des formations en présentiel qu'on peut prévoir maintenant parce que c'est vrai que des fois on n'a pas
le temps quand on est dans son flux, hein, dans son flot d'activité. On ne prend pas le temps de se poser ces questions-là. Et je vous rappelle que vous pouvez avoir des financements, donc c'est quand même dommage de ne pas en profiter parce que quand on est formé à certaines techniques, et ben après on gagne vraiment du temps, et puis on gagne de l'expertise, on gagne vraiment en notoriété aussi parce qu'on fait du travail de meilleure qualité, on peut vendre nos prestations plus chères. Enfin, vous voyez, tout ça, c'est un effet boule de neige très, très positif. Donc, c'est le moment aussi de regarder ce qui se passe. Moi, c'est vrai que j'avais pris une formation aussi, alors en distanciel, mais ça tombait bien juste avant le confinement. Donc, je peux me consacrer à ça aussi en ce moment parce qu'on a un petit peu plus de temps pour ça. Je vous ai dit aussi, demande de financement, ça demande un petit peu de temps, il faut remplir les dossiers, etc. Bah, c'est le moment pour ça de se pencher sur les demandes en ce moment parce que comme il faut toujours au moins un mois pour que ce soit accepté, si vous faites votre demande de financement en ce moment, et ben, vous avez toutes les chances pour que vous ayez votre réponse pour faire quelque chose en présentiel là sur le mois de juillet ou septembre, etc. Je vous rappelle au passage quand même que Outil vous propose des choses et vous propose surtout de vous accompagner sur la partie démarche, demande de financement qui est toujours un peu problématique quand on connaît pas ça. La deuxième chose qui va être vraiment importante et qui est là tournée plus dans l'aspect commercial, c'est vraiment de compléter votre offre. Alors, quand je dis ça, diversification, etc., pour moi, c'est important vraiment de rester sur votre spécialité, sur votre expertise. Hein. Il n'est pas question de diversifier vers des choses complètement différentes. C'est plutôt une diversification dans les canaux de distribution, en fait, hein, sur les façons de proposer son expertise. Parce que finalement, cette période de confinement, elle nous rappelle aussi que par moment, ça ne se passe pas toujours comme on voudrait. Et que là, on est confiné, ok, pendant 2 mois, c'est quelque chose de très exceptionnel. Mais peut-être qu'à un moment donné, on peut aussi être malade, qu'on peut avoir son enfant qui est malade et qu'on va vouloir garder à la maison, qu'on va se casser une jambe au ski. Bon, cette année, on n'avait pas de risque. Mais ouais, il n'y avait pas de neige et après, on était confinés. Donc voilà. Mais il peut y avoir des accidents comme ça, des imprévus sur notre parcours. Et là, finalement, le côté digital, eh ben, il peut nous rendre sacrément service. Donc, réfléchir à comment on peut digitaliser une partie de notre offre, ça peut être quelque chose de très intéressant aussi. Pas forcément pour transformer tout son business de manière digitale, mais pour aller toucher d'autres cibles avec différents canaux. C'est ce que je marquais là, hein, c'est bien la même expertise, mais qu'on va proposer à des cibles différentes. J'ai un exemple en tête d'une personne du réseau qui fait des implants capillaires. Et pour à la fois des gens qui subissent des chimiothérapies, par exemple, mais aussi des gens qui ont des problèmes de calvitie de manière naturelle. Et en fait, là, elle disait, je ne peux rien faire parce que mon métier, c'est très manuel, il faut être en présentiel, etc., un peu comme les coiffeurs, tout ça. Et on lui proposait justement de faire des tutos parce qu'il y a des gens qui sont vraiment très impactés par ça, qui ne supportent pas leur image sans les implants parce qu'il faut les renouveler régulièrement, etc. Et parce que ça se colle, je crois, enfin, je ne suis pas la technicienne du domaine. Et on disait, tu devrais développer des tutos sur justement comment faire quand on n'a pas la possibilité d'aller voir la personne, etc. Et son premier réflexe, ça a été de dire, ah bah oui, mais si je fais ça, je vais perdre ma clientèle. Et en fait, c'est pas vrai parce que c'est pas la même clientèle. C'est-à-dire que là, peut-être qu'il y a des gens qui vont se tourner vers le do-it-yourself en ce moment parce qu'ils n'ont pas le choix, mais ça ne veut pas dire qu'ils voudront continuer comme ça. C'est comme le coiffeur. Si là, aujourd'hui, on est obligé de se couper sa frange ou ses pointes de cheveux tout seul, c'est pas pour ça que demain, on ne retournera pas chez le coiffeur. Ou pareil avec l'esthéticienne, etc. C'est vraiment juste adapté à un contexte particulier. En plus, ça peut toucher bien plus large que les gens autour de Clermont-Ferrand, du coup, parce que sur la partie tuto, on n'a plus de frontières. Et puis, dans le présentiel, il y a autre chose qui intervient, notamment dans son domaine d'activité, qui va être aussi de le côté un peu pas psychologique, mais enfin qui s'y rapproche aussi quand même de se faire un petit peu coucouner, d'avoir quelqu'un qui est là pour soi, qui s'occupe de soi. Voilà, donc ça a une dimension aussi que le digital ne pourra jamais amener. Donc là, on est vraiment sur quelque chose qui pourrait diversifier son offre, mais qui ne va pas lui enlever de la clientèle. Ça va simplement répondre à un besoin dans un contexte particulier
Et après, ça va lui permettre de toucher, de continuer à toucher par ce canal digital une autre clientèle, pas celle qu'elle a d'habitude dans son cabinet. Et même, ça pourrait que renforcer, parce que là aussi, stratégie marketing de contenu, hein, ça va améliorer son référencement, elle va être beaucoup plus visible et du coup, ça va attirer la clientèle supplémentaire. Voilà, donc juste pour expliquer, mais encore une fois, on reste bien sur son expertise, parce que pour moi, c'est important d'être vraiment spécialiste de son domaine et d'avoir une qualité d'expert. Là-dessus, Élodie, tu voulais rajouter quelque chose sur l'adaptation? Et bien, sur la slide suivante, pareil, je vous ai remis… en fait, pour moi, il y a deux choses par rapport à ça. Il y a une première chose qui est effectivement… Aujourd'hui, il y a des besoins qui se sont révélés nouveaux autour et qui concernent tous les consommateurs, enfin, tous les publics. Voilà. Donc ça dépend vraiment de votre domaine d'activité et de la possibilité, enfin, si cette cible-là et ces besoins-là peuvent être intéressants à y répondre pour vous. C'est vrai que là, il y a tout un nouveau, un nouveau champ des possibles qui s'est ouvert et je vous ai mis tous les hashtags. C'est à la maison, tout ce qu'on peut faire à la maison. Donc, stay at home, donc rester à la maison. Learn at home, c'est apprendre à la maison. Cook at home, cuisiner à la maison. Play at home, jouer. La culture, etc. Donc, vraiment, tout ce qui tourne autour des activités à la maison. Et ça, donc… comme disait Audrey, il y a plein de choses qui se sont développées. Donc, je vous ai à nouveau mis quelques exemples concrets autour de, effectivement, toujours un aspect contenu. Donc, forcément, l'histoire du tuto coiffure. Alors là, il y en a, c'est impressionnant tout ce qu'il y a sur ce qu'on peut trouver sur Internet, mais c'est un vrai sujet quand même qui inquiète beaucoup les gens. Parce que les requêtes Google, je crois que ça a fait plus de 150% ou 2500%, voilà, sur le mois de mars-avril. Donc, c'est un vrai sujet. Donc, ça permet en fait soit d'aller, donc comme on disait tout à l'heure, continuer à communiquer, créer du contenu, mais ça peut être aussi donc diversifier ses canaux. Comme on disait, je vous ai mis l'exemple d'un magasin de produits biologiques qui est à Clermont, qui s'appelle L'Eau Vive. Donc, eux, ça les a fait accélérer sur le Drive, par exemple. Et vous en avez plein autour du commerce et des ventes de produits. Vous avez énormément soit d'enseignes, soit de collectifs, notamment tous les collectifs liés à l'agriculture et aux produits agricoles, aux maraîchers, etc., qui se sont regroupés pour qu'on puisse trouver des drives facilement, enfin un achat en drive assez facilement. Donc ça, c'est donc diversifier ces canaux de distribution, ça c'est un premier sujet. Créer des nouveaux produits, je vous ai mis un exemple sur des cahiers de coloriage pour les enfants. Donc ça, c'est des nouveaux produits qui ont été créés par certaines marques. Il y en a qui les offrent, mais il y a aussi il y a des possibilités de vendre des produits. Des nouvelles émissions de télé. Donc, je vous ai mis l'exemple de Cyril Lignac sur M6. Donc, ils ont carrément créé un nouveau programme télévisé pour répondre à la problématique de cuisiner à la maison. Et en plus, ils ont été vraiment très loin puisqu'ils donnent aussi des conseils pour faire ses courses et en prenant en compte les contraintes actuelles de comment faire ses courses. Les magasins qui sont où vous avez des produits en rupture, quels produits vous pouvez remplacer, voilà. Donc, c'est intéressant parce que l'offre prend en compte vraiment les contraintes aussi des personnes. Et là, je vous ai mis un exemple parce que ça m'a fait sourire. Donc, il y a aussi un boom de tous les loisirs, ce qu'ils appellent les loisirs un peu, un peu old school, quoi, un peu vieillot. Mais voilà, le puzzle, en fait, les ventes de puzzles ont explosé depuis plusieurs semaines. Et donc, il y a une marque qui s'appelle Michelle Wilson qui est sur des puzzles assez qualitatifs, notamment en bois, découpés à la main, faits en France. Si jamais vous aimez les puzzles, je vous les conseille. Donc, eux, ils ont carrément fait, ils font carrément des sondages sur leur page Facebook pour savoir lesquels puzzles leurs consommateurs ont envie d'acheter pour la semaine prochaine ou celle d'après, quoi. Voilà. Donc, créer sur mesure des produits qui vont répondre aux besoins actuels dans le confinement.
Et ça me fait penser à l'activité d'Annelise, par exemple, qui a toute une carte à jouer parce que aujourd'hui, on a aussi tout un réseau de parents qui sont un peu démunis sur comment occuper leurs enfants, comment les aider aussi dans leurs devoirs, etc. Et là, le Montessori peut aussi apporter une réponse. Je passe à la slide d'après, Elodie ou... Voilà, donc le premier point, effectivement, il y a des nouveaux besoins qui ont émergé chez tout le monde. Et ensuite, la deuxième chose que je vous conseille, c'est de réfléchir donc plus spécifiquement par rapport à votre activité, comment vous pouvez donc adapter votre offre pour aujourd'hui, mais aussi, comme disait Audrey, qui pourra perdurer demain. L'effet standing, bonjour. Je vais couper le micro de Séverine. Alors là, je vous ai fait un super schéma que j'appelle mes 3 patates. Donc, Ouais. comment en fait, comment adapter votre offre? Donc, pour moi, c'est important déjà de partir de vos clients et de vos prospects et de se poser la question, c'est quoi aujourd'hui leurs nouveaux besoins? Parce que le contexte actuel a peut-être changé leurs besoins. Donc, ils ont peut-être des nouveaux besoins auxquels vous ne répondiez pas jusqu'à présent. Quelles sont leurs motivations et quels sont leurs freins? Ils ont peut-être effectivement des nouvelles contraintes, des contraintes qui sont liées aux conditions sanitaires dans lesquelles on vit aujourd'hui, des contraintes qui sont liées peut-être à des problématiques budgétaires demain, etc. Donc, c'est vraiment important de vous reposer la question à l'aune du contexte actuel et de demain, par rapport à ce qu'on peut savoir de comment ça va se passer la phase 2 ou le déconfinement, voilà, quels pourraient être leurs besoins. Ensuite, la deuxième question, c'est de vous reposer la question, effectivement, comme disait Audrey, de vos expertises et de vos compétences. Alors, moi, il y a quelque chose en fait qui me paraît vraiment important à avoir en tête, c'est que malgré la crise, en fait, votre expertise et votre compétence, elle est toujours là. C'est-à-dire que si elle intéressait des clients avant, je ne vois pas pourquoi elle ne les intéresserait pas maintenant ou demain. Voilà. En fait, on a vraiment… je pense qu'il faut vraiment garder ça en tête. C'est que le contexte a changé, mais nous, ce qu'on sait faire, c'est toujours là, quoi. Voilà. Donc, quelle expertise, quelle compétence vous avez envie de solliciter dans le contexte actuel. Et la troisième patate, on a perdu Audrey. Pardon, excuse-moi. Non, j'étais en train de regarder parce que je vois qu'il y a eu quelques soucis techniques. Oui, mais tu es revenue. Excusez-moi. Oui, donc je disais le troisième aspect qui est vraiment très important à avoir en tête, c'est cette notion de ressources. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, parce que identifier les besoins de clients, savoir comment on peut y répondre sans se poser la question des ressources qu'on a, c'est utopique, quoi, hein. Parce qu'aujourd'hui, vous avez peut-être des ressources limitées. Quand je dis de quelles ressources est-ce que je dispose ici et maintenant, c'est pas forcément des ressources toujours pareilles que financières, c'est aussi des ressources de temps. Vous avez peut-être plus ou moins de temps aujourd'hui pour construire des choses, faire de la communication, contacter vos clients, etc. Vous avez donc peut-être plus ou moins de disponibilité financière pour investir. Vous avez peut-être plus ou moins de contact avec votre réseau, votre écosystème. Enfin voilà, c'est vraiment penser à toutes les ressources auxquelles vous pouvez avoir accès. Et cerise sur le gâteau, du coup, votre offre, elle se situe vraiment à cette intersection entre les nouveaux besoins ou les besoins de vos clients, motivation, frein, vos compétences, votre expertise et vos ressources, quoi. Et c'est vraiment en vous questionnant sur ces 3 aspects que vous allez arriver à trouver des manières soit de réadapter, soit de même peut-être de créer des nouveaux produits, hein. Donc, tout à l'heure, on vous donnait les exemples un nouveau canal de distribution, par exemple le Drive. Vous avez des nouveaux partenariats qui se nouent, par exemple. Alors, vous connaissez peut-être pas l'enseigne, c'est l'enseigne Franprix qui est surtout sur la région parisienne, mais qui appartient au groupe Casino. Donc, c'est un groupe de distribution. Ils se mettent à vendre des produits Decathlon
qui appartient, en fait, Decathlon, c'est dans la sphère Auchan-Muliez. Donc, ils arrivent, dans le contexte actuel, à vendre des produits d'un concurrent, entre guillemets, quoi. Vous voyez. Mais parce que les magasins Franprix, c'est des magasins, des supérettes de proximité qui sont ouvertes aujourd'hui, alors que les magasins Decathlon ne sont pas forcément ouverts. Et donc, ils mettent en accès les produits Decathlon là où où les gens peuvent aller les acheter. Ça s'est fait aussi en initiative locale. On a vu au moment de Pâques là, les chocolatiers qui mettaient leur chocolat chez les bouchers, chez les boulangers, enfin chez les commerces qui étaient ouverts en fait. Voilà, exactement. Et c'est pour montrer que toutes ces choses-là peuvent se faire effectivement à grande échelle, mais aussi à l'échelle de petites structures qui correspondent un peu plus aux nôtres. Voilà, c'est ça, c'est ça. Par exemple, je voyais là hier, c'est dans un supermarché Super Rue, je ne sais plus trop où ils ont ouvert en fait les rayons à service, c'est-à-dire là où il y a la boucherie, le traiteur, etc. Ils ont réservé des places pour les producteurs locaux qui sont autour du magasin. Donc, je crois qu'il y a un fromager, je ne sais plus, enfin voilà, il y a plusieurs métiers. En fait, ils leur réservent des parties du magasin pour qu'ils puissent venir vendre leurs produits parce que sinon, ils vendaient actuellement leurs produits sur des marchés qui sont fermés et donc, ils ont pu ces débouchés. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, de toute façon, dans la crise, je pense que vous avez déjà vu passer le mot chinois crise qui veut dire, dans lequel il y a aussi le terme opportunité. Donc, dans tout moment de crise, il y a toujours des sources d'opportunités et c'est vrai que c'est vraiment intéressant d'arriver à voir quelles peuvent être les opportunités pour vous. Après, un dernier exemple, mais que vous avez sûrement vu, c'est tous les besoins qui ont émergé autour de la protection sanitaire. Donc, que ce soit les masques, les visières ou l'organisation des lieux de travail, etc. Et on voit qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont carrément des fois réorienté leur activité, mais autour de ça, parce que c'est un vrai besoin aujourd'hui. Et en fonction de vos objectifs, si vous avez besoin de trésorerie et de chiffre d'affaires rapide, vous savez que là, c'est des achats qui vont se faire très, très vite, quoi. Voilà. Donc, c'est vraiment réfléchir autour de ces 3 aspects, besoin, expertise, ressources, pour aller générer des idées, soit adapter son offre ou même créer des nouveaux produits ou services.